le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission sport de Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est l'émission qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et haut-savoyarde. Et je suis très heureux de retrouver Driss qui est avec moi sur le plateau. Salut Driss, comment vas-tu ? Ça va super, un très beau programme aujourd'hui. Je suis très content d'accueillir des sportifs qui nous font vibrer tout au long de la saison et sur le plateau encore plus. Donc c'est toujours très agréable. Et oui, en effet, ce soir, une émission à nouveau qui promet, en effet, avec deux beaux clubs, de notre territoire, deux très belles équipes de sport co, à la fois le rugby et puis le hand. On y revient juste après sur le programme, mais en tout cas ça promet en effet des belles équipes qui nous ont fait vibrer cette saison et qui ont défendu haut la main les couleurs de notre territoire au niveau national. Voilà. Pour cette soirée au programme, une première partie rugby. Et pas des moindres avec le Stade Olympique de Chambéry Rugby. Voilà une mise en lumière. Une deuxième partie où nous parlerons handball avec le Savoie Handball Club de la Motte Servolex, une équipe 100% féminine de handball. Et enfin, nous terminerons avec les chroniques de Justine et Driss qui vont nous partager les dernières actualités sportives et les résultats de nos clubs savoyards avec de nombreux rendez-vous à ne pas manquer. Désormais, nous allons commencer cette première partie d'émission avec le Stade Olympique de Chambéry Rugby. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir, même l'immense plaisir d'accueillir Bastien Raymond et Léonard Reiss. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir à tous, ça va très bien. Bonsoir. En tout cas, merci infiniment messieurs d'être présents ici sur notre plateau de Radio Grand Lac, ici à Aix-les-Bains. Ça nous fait vraiment plaisir. On a suivi toute cette saison à distance, mais pas que. On a assisté aussi à quelques matchs, notamment des matchs importants sur la fin de saison, parfois cruels, mais quand même, on a suivi cette belle saison intense qui nous a quand même fait vraiment vibrer. On était sur un nuage tout au long de la saison et puis on reparlera bien sûr du déroulement de la saison. Malheureusement qui finit un peu mal, mais on a vu des derbys, notamment contre Bourgoin, qui ont été ravageurs. Pour le coup, d'avoir vu ça en vrai, c'était exceptionnel. J'avais un peu une distance avec le rugby, et puis le stadium a aussi permis cette proximité, et ça m'a permis aussi de me rapprocher du sport, et puis surtout de l'histoire du club qui s'est toujours battu pour cette montée en Pro D2. Eh oui, très juste. Alors messieurs, forcément, on va revenir, comme le disait Driss, sur cette saison qui nous a fait vibrer, qui vous a fait aussi, je pense, vibrer, vous de l'intérieur. Racontez-nous un petit peu cette saison. Cette saison, elle a commencé avec beaucoup de turnover au sein du groupe. On avait pas mal de recrues, des recrues assez jeunes. On avait un groupe qui était l'un des plus jeunes de national, donc on savait pas trop où on mettait les pieds en attaquant cette prépa. Et de fil en aiguille, on a commencé à gagner le premier match amical à Bourgoin. On les rejouait en championnat la semaine d'après, on va gagner là-bas. Et au fur et à mesure, à force de victoires, on a commencé à prendre confiance et les objectifs ont commencé à changer. Donc ils sont passés du top 4 au départ, qui signifiait un quart de finale à la maison, à se qualifier dans les deux premiers, et c'est ce qu'on a réussi à faire à la fin. Et oui, ça a été une saison où vous avez été leader toute la saison. Toute la saison. Leader, on suivait ça à distance. Chambéry encore frappé. C'était une certaine marge par moment même. Ouais, une certaine marge. On a toute la saison, on a essayé de gagner match par match. On n'a pas laissé beaucoup de matchs, même à l'extérieur, même chez les gros. On avait toujours une équipe très compétitive et on avait un groupe assez homogène, ce qui nous a permis d'être toute la saison en tête et de se qualifier même 2 ou 3 journées avant la fin. On était déjà sûr d'être dans les deux premiers, et au final on finit premier en laissant un peu le dernier match où on avait eu plus de turnover du coup sur le dernier pour pouvoir préparer la demi à la maison. Et oui, donc cette fameuse demi qui a été quand même maîtrisée largement même, et puis forcément ce déplacement à Narbonne cruel. Ouais, c'est très 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 cruel. Ça a été vraiment
pour moi, c'était mon meilleur souvenir rugbystique, mais en même temps le pire, parce que on fait une finale. Bon, il y a des erreurs, mais qui est quand même très aboutie. Et de perdre comme ça à la fin sur dernière action, surtout sur des éléments extérieurs qui dépendent pas vraiment de nous. Du groupe. Ça va au-delà. Ouais, ça va au-delà. Il faut le dire aussi. Et même s'il n'y a pas que ça, ça a beaucoup pesé et ça a été très très compliqué de se remettre pour après aller jouer l'Access Match. Et je pense que sur l'Access Match, ça a beaucoup pesé aussi. Oui, et puis du coup, vous êtes arrivé face à un Access Match, face à Aurillac, qui en plus avait gros à jouer, entre guillemets. Ils étaient relégables à tout moment aussi. Enfin, ils jouaient d'ailleurs leur match de relégation, Lanterne Rouge. Une équipe, je pense, plus calibrée physiquement, peut-être une différente approche, qui connaissait bien la D2. Pas simple, j'imagine. Une équipe dure à manœuvrer. C'est ça, une équipe très dure à manœuvrer, on le savait. C'est une équipe qui est habituée à jouer un championnat qui a plus d'intensité, qui va plus vite, avec plus de matchs. Et surtout, c'était pas une petite équipe de Pro D2. C'était une équipe qui avait battu les gros en Pro D2. Ça, faut le dire, parce que des fois, suivant les années, il y a 2 équipes qui peuvent être décrochées. Donc, mais là, c'était une équipe qui, jusqu'à la dernière journée, pouvait encore ne pas jouer ce match de barrage. Et puis, nous, on arrive dans un état d'esprit qu'on pense être bon parce qu'on a essayé de se relever après la finale, mais au bout de 20 minutes, on a senti que c'était très compliqué. Complexe. Je voulais revenir un peu sur cette fin de saison. Est-ce que vous un peu croyez au signe indien? On a souvent parlé à Chambéry de cette accession en Pro D2 pour Chambéry. On a aussi une équipe dans la même région qui est Grenoble, qui a aussi un mal fou à monter malgré des grosses saisons. Ils se sont encore fait surprendre face à Montauban et ensuite contre Perpignan. Est-ce que toi tu penses que c'est psychologique? Est-ce que il y a aussi le fait que toute la saison vous avez été vraiment au-dessus et que il y avait même un peu de management dans l'équipe? Est-ce que ça a peut-être un peu déjoué votre stratégie et pourquoi vous n'êtes pas allé au bout en cette fin de saison? Pourquoi ça vous a manqué, même si dans ce championnat vous écrasez un peu tout et vous aurez sûrement aimé remporter largement cette finale? Ouais, bien sûr, on aurait aimé. Après, on savait que ça allait être un match très compliqué parce que Carcassonne a changé de coach en cours de saison et quand on prend le début de saison de Carcassonne et la fin, on dirait que c'est pas la même équipe. Une autre dynamique. Ouais, il y avait une dynamique qui était bien meilleure à la fin. Les joueurs, des joueurs qui étaient bien moins bons en début de saison étaient bien meilleurs sur la fin, donc on savait que ça allait être un match très compliqué. Après, je pense que la finale, ça dépendait pas de nous. Sur une finale, t'as forcément 2 grosses équipes parce que c'est les 2 meilleures équipes de la saison et du coup il peut avoir forcément sur chaque match les équipes font des erreurs. Après, faut en faire le moins possible. Peut-être que si on avait réussi à en faire un peu moins, l'arbitre n'aurait pas été décisionnaire du match. Mais ouais, je pense que ça dépendait pas que de nous sur ce match-là. Oui, forcément, il y a énormément de critères qui font que c'est à la fois décevant et parfois on contrôle pas tout. Du coup, forcément, je pense que la trêve a fait du bien derrière tout ça. Derrière ces 2 derniers matchs, la trêve était, je pense, la bienvenue. Après une saison où vous avez été finalement stratosphérique, voire même personnellement, on y croyait tous, quoi. Cette montée historique, on se disait tous, ça y est, cette année, c'est pour Chambé, l'accession en D2. Et puis, forcément, derrière, il y a eu un peu cette loi cruelle du sport qui fait que, il faut aussi encaisser, rebondir. Et puis la trêve, je pense que elle est arrivée à un point nommé, quoi. Ouais, elle est arrivée à un point nommé. Là, du coup, on avait un mois de vacances. Ouais. Là, on reprend lundi. Et c'est sûr que ça a fait le plus grand bien, je pense, pour tout le monde dans la tête, que ce soit les coachs, les joueurs et aussi les supporters, parce qu'on a procuré beaucoup d'émotions à tout le monde. Et ça a fait du bien parce qu'on est monté à un point d'excitation auquel on n'avait jamais réussi à atteindre. Que ce soit sur l'engouement des supporters, sur tout le monde, on a fait vibrer, je pense, un peu tout le monde. Et pour nous, on y croyait vraiment. En finale, je pense qu'à 30 secondes de la fin, on se disait dans notre tête qu'on était champion. Et au final, la chute a été très lourde. Après, on s'est dit qu'on avait une autre chance contre Aurillac. Et puis quand le match s'est terminé contre Aurillac, là, c'était vraiment fini. Ouais. Donc oui, les vacances ont fait du bien. Et maintenant, il va falloir rebondir. Ça va pas être mince à faire parce que c'est un peu quitte ou double. Est-ce qu'on va réussir à
repartir sur quelque chose de bien, ou est-ce qu'on va garder les fantômes du passé? Mais je pense que on a un groupe qui était jeune, mais du coup qui a acquis de l'expérience, et je pense qu'on va pouvoir s'appuyer justement sur ça et montrer à tout le monde qu'on est capable de refaire. Et tout à l'heure, tu prenais l'exemple de Grenoble. Eux, c'est pire, j'ai envie de dire, parce que ça fait 3 ans qu'ils dominent la tête et les épaules le championnat, et de perdre 3 fois comme ça, c'est surtout contre le 6e cette année. Ouais, c'est ça. Encore plus fou. Là, on se dit que, moi, quand je vois qu'ils ont réussi à rebondir, c'est aussi, je me dis que c'est aussi un exemple, et que on est capable de le refaire avec la qualité de joueur, le boulot qui est mis en place sur tout ce qui est à côté de la part des dirigeants, de la part du staff. Et je pense que cette saison, c'était pas un coup de chance, et j'espère qu'on va le montrer en confirmant l'année prochaine. Je voulais un peu m'immiscer un peu dans les secrets de votre vestiaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un peu pris la parole, histoire d'adoucir cette défaite, puis surtout cette saison qui était tellement belle et qui devait finir belle? Ouais, notre capitaine JB Greno a pris la parole, Cyril Villain, notre manager aussi. Après, c'est toujours compliqué parce que on a fini le match d'accession, on était en vacances tout de suite après, donc on s'est pas retrouvé après ça. Mais oui, dans les vestiaires, forcément tout le monde était dépité parce que on fait une saison qui dure 11 mois, on attaque le 1er juillet, on finit le 1er juin. Et on est passé par tellement d'émotions partout, et là on s'est dit que c'était vraiment fini, et qu'on avait touché du doigt le rêve, mais qu'on n'était pas arrivé. Donc ça a été dur je pense, pour tout le monde. Et puis les coachs et le capitaine ont trouvé les bons mots quand même dans le vestiaire pour dire que c'était quand même une aventure exceptionnelle qu'on avait vécue. Et puis c'est pas fini. Et là je pense c'est une étape, et qu'on va pouvoir s'appuyer là-dessus, comme je disais tout à l'heure, pour faire mieux l'année prochaine. Et concrètement, dans les pistes d'amélioration, en effet, avec une saison comme vous avez pu le vivre, donc je pense qu'il y a déjà eu énormément de choses de mise en place, comme tu le disais un petit peu, au fil du temps, au fur et à mesure de cette saison, au fur et à mesure des autres saisons. Est-ce que désormais, pour la saison prochaine, il y a déjà peut-être des caps qui vont être aussi passés, peut-être des aménagements en plus pour vous, joueurs ou autres, en termes d'infrastructure ou d'aménagement, de manière à peut-être à structurer davantage? Le club, moi, depuis que je suis arrivé, il a déjà énormément évolué. C'est le jour et la nuit, et toutes les saisons, tous les membres du club font que le club est sur une pente ascendante. Donc oui, je pense qu'il va y avoir encore des choses qui vont s'améliorer. Et c'est une perpétuelle remise en question. Comme nous, joueurs sur le terrain, on essaie toujours de faire mieux de match en match. Et oui, je pense qu'il va falloir trouver... forcément, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses extérieures, mais il y a des choses qui dépendent de nous, et on aurait pu faire mieux. Et oui, je pense que on va s'en servir pour améliorer ça l'année prochaine, et pour éviter tout ce qui est mal, pour pouvoir faire la meilleure saison possible. Je voulais un peu parler un peu du carré vert. Pour toi, c'était quoi les points forts de votre équipe cette saison? J'ai vu sur le match contre Bourgoin au Stadium, c'était vraiment une grosse pression, des rucks très consistants, une bonne mêlée également, et puis vous perdiez peu de points sur aussi les pénalités, etc. Toi, tu vois comment les choses? Ouais, on avait une équipe, je pense que c'était collectivement qu'on était très fort. On avait beaucoup, que des très bons joueurs, mais pas d'énormes individualités qui faisaient que notre jeu dépendait que de ça. Collectivement, on était très disciplinés. En défense, on avait une grosse défense. Et après, on était une équipe qui, dès le début de saison, on avait une philosophie de jouer beaucoup, de mettre du volume de jeu, et de fatiguer l'équipe adverse, de les déplacer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire beaucoup sur les matchs à la maison, surtout. Parce que on joue sur synthétique, et on a la chance d'avoir une équipe qui est calibrée pour ça. Et donc, on a profité de ça, justement. On avait une équipe assez complète, ouais. Les sensations sont meilleures sur synthétique? Parce que je me suis toujours posé la question, ça peut vraiment faire mal. Ça impacte le jeu énormément. Ça va plus vite, tous les appuis vont plus vite, les joueurs vont plus vite, ça avantage l'attaque. Ouais. Et après, sur le jeu au pied, c'est pas les mêmes rebonds, le ballon rebondit plus. Après, ça a aussi quelques inconvénients, les brûlures. Ouais, les pizzas. Ouais, moi j'en ai eu une belle en novembre.
j'ai attrapé une infection et je me suis fait opérer à cause de ça. J'ai loupé 3 mois. Mais sinon, c'est quand même le top pour le jeu, le synthétique. Après, faut faire attention, quoi. Les appuis sont bons? Ouais, les appuis sont bien. Ouais. C'est un hybride au Stadium? Non, c'est synthétique. Que synthétique, ouais. Okay. Excellent. Parlez-nous justement de ce stade. Ce stade, en effet, qu'on a vu avec un taux d'affluence assez sympa tout au long. Et puis finalement, plus on allait vers la fin du championnat, entre guillemets, plus l'affluence, elle montait. Tu le disais, l'engouement, forcément, ça draine tout ça. J'imagine que jouer une demi ou encore l'access match malgré la défaite, mais j'ai envie de dire qu'importe, vu l'ambiance, c'était comme sympa. Avec un nouveau COP et club de supporters, dis-nous en plus. Ouais, c'est incroyable ce qui s'est passé sur la fin de saison, c'est vraiment incroyable. Léonard qui est arrivé en même temps que moi à Chambéry, on a connu Magère. Du coup, quand sur mes premiers matchs en pro, j'avais 18 ans, on n'arrivait même pas à remplir Magère. C'était c'était lunaire par rapport au monde qu'il y a aujourd'hui. Et là, tout au long de la saison, comme tu le disais, avec les résultats, forcément, ça a emmené du monde. Et de faire des guichets fermés et l'ambiance et l'engouement qu'il y a eu sur la fin, c'était vraiment énorme. On gagne la demi-finale et après la finale, j'ai jamais eu... je sortais dans Chambéry, tout le monde me parlait de ça. Enfin, j'ai vraiment... moi qui suis né à Chambéry, j'ai jamais connu un tel engouement pour le rugby à Chambéry. Et je pense que après ça, c'est pas du hasard non plus. Il y a les résultats qu'ils font, mais tout le travail qui est fait autour aussi, du bureau, de la com, tout ça, c'est vraiment bien. Et c'est ce qui me fait dire que Chambéry est un club d'avenir aussi, je pense. Et oui, c'est un peu, on connaît le phare pour le hand, la fameuse Team Chambé. Désormais, on a le Stadium avec le SOC. Je pense que là, désormais, on a un peu les deux grosses salles emblématiques avec les deux aussi équipes emblématiques de notre territoire, en tout cas notre département. Et je trouve ça assez chouette. On attend cette montée quand même. On attend comme cette montée. On l'a vu. J'ai des souvenirs d'une finale contre Nevers il y a quelques années aussi. C'était, on avait aussi dominé la saison et on avait échoué ce match-là justement. Ouais. Donc c'est vrai que les années se répètent, mais je suis sûr que le groupe trouvera cette continuité et voilà, brisera ce signe qui n'est pas qui va pas rester, quoi. Oui, c'est certain. On sait que la progression est bonne et comme tu le dis, chaque année le staff et le club s'agrandit et s'améliore. Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas dans les prochaines années. Parle-nous un petit peu du staff aussi également. J'ai vu passer quelques nouvelles recrues là via vos réseaux. Actuellement, on voit qu'il y a 4-5 recrues d'annoncées en 2 jours, je crois, ou 2 ou 3 jours pour la saison prochaine, enfin même pour dès lundi. Dis-nous en plus un peu sur le mercato du SOC. le mercato, moi je suis pas au courant de tout parce que ce qui est officiel en tout cas, voilà, officiel, je veux dire. Ce qui est officiel. Après nous on a les bruits de couloir parce qu'après souvent tout le monde se connaît un peu dans le monde du rugby. Mais c'est bien parce que on a quelques joueurs qui sont partis car ils ont été appelés plus haut. Donc ça c'est des pertes qui font un peu mal, mais on voit qu'avec les joueurs qui ont déjà été annoncés, on voit que le staff et le club veulent vraiment s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait et c'est des joueurs de gros calibre qui arrivent. Ouais. Donc maintenant tout l'enjeu ça va être de l'intégrer à ce groupe et c'est ce qui a fait notre force, c'est la cohésion qu'on avait. On avait un groupe très jeune, mais il n'y avait pas de forte tête. Tout le monde s'entend très très bien. Et je pense que là, le vrai enjeu, ça va être d'inclure tout le monde dans ce projet le plus vite possible pour que dès le début de saison, ça se ressente sur le terrain. Et donc, ces nouvelles recrues arrivent dès lundi, j'imagine. Début de la préparation, les nouvelles recrues intègrent comme vous. C'est rebelote, c'est reparti, tout le monde arrive et en avant, quoi. C'est ça, tout le monde arrive, on fait les présentations, on boit un café, on fait les présentations. Et puis après, c'est reparti pour une nouvelle saison. Après... des joueurs, du coup, il y en a qui les connaissent déjà s'ils ont déjà joué avec dans d'autres clubs. Et puis, le but, c'est de les aider sur tout ce qui est déménagement, leur faire découvrir la ville de Chambéry et ses alentours et qu'ils se sentent le mieux possible. Là, on a fonctionné par tuteur. Donc, plusieurs joueurs qui arrivent ont des tuteurs. Okay. Et, donc des joueurs, pardon je te coupe, des joueurs en place. Hein, c'est ça. C'est ça. Et du coup le but ça va être de faciliter un maximum cette intégration en les aidant en étant tuteur. Ah oui, donc on ressent vraiment un esprit familial
avant tout, un esprit de cordée. Voilà, on est en Savoie, on reste sur nos terres savoyardes, ça, on y tient. Et ok, génial. Et donc, parle-nous un peu de cette prépa. Donc dès lundi. Dès lundi, c'est parti. Normalement, le premier jour, c'est test physique. Bon, cette année, on a un peu de chance. Ils nous ont laissé un jour de plus, du coup, ça sera mardi. Donc lundi, ça va être muscu. Ils vont prendre un peu la pesée, la masse grasse, pour voir si on n'a pas trop grossi et si on n'a pas trop profité pendant les vacances, même s'il fallait se vider un peu la tête. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir une présentation. On va récupérer les dotations. Et après, mardi, c'est reparti pour la saison. On est parti pour 3 semaines, du coup, intensive. Ouais, ok. En prep physique. Prépa physique, avec du coup aussi du terrain, du rugby pour, du jeu. pour Du faire jeu, découvrir ouais. les codes au nouveau. Et après, on aura une semaine de vacances. Et puis après, on reprend et directement, on aura le premier match amical, le deuxième. Et le championnat devrait commencer le 22 août, normalement. Ok. Donc ça va arriver très vite. Match amical à Chambéry, non, l'extérieur plutôt? Ou les deux, peut-être? Je sais pas encore. Ok. Je sais pas encore. On n'a pas encore toutes les infos. Je pense qu'on les aura lundi, donc je vais pas dire de bêtises. Génial, ça promet. Et quels sont concrètement vos objectifs de la saison qui arrive? De faire aussi bien, j'imagine? Du coup, on les a pas fixés, mais je pense que oui, ça sera de faire aussi bien sur la phase régulière et mieux sur la phase finale. Ouais. Parce que l'objectif, que ce soit, je pense, pour le club et individuellement, c'est vrai, ça va être vraiment de monter. Maintenant qu'on a touché du doigt le rêve, maintenant il va falloir le réaliser. Et oui, concrétiser, quoi. Transformer l'essai. Transformer l'essai, c'est ça. Et en termes de comment dirais-je, de prépa, donc prépa, qui dit prépa dit staff, parle-nous un peu du staff. Parce que c'est vrai que le staff, généralement, dans le rugby, est assez large, au sens du terme. Il y a quand même pas mal de monde. Ouais, c'est ça, il est bien étoffé. Du coup, nous, on a un entraîneur des avants qui va gérer la mêlée, la touche, tous ces secteurs-là. On a un entraîneur des 3/4 qui va être responsable de l'attaque, Horacio San Martin. Après, on a un manager, du coup, Cyril Villain, qui chapeaute et qui est responsable aussi de la défense. Et ça, c'est ce que les gens connaissent normalement. Et ensuite, on va avoir 3 préparateurs physiques. Ok. Donc, on en a un, Ben Simon Cotte, qui est responsable de la performance, qui va gérer tout ce qui est vitesse et la course sur le terrain. Ensuite, on a Lucas Granja, qui est responsable de la muscu, et Thomas Rideau, qui va s'occuper exclusivement de la réathlétisation des blessés. Ah oui, ça fait un staff quand même assez large, assez étoffé. Et après, on a encore un analyse vidéo, Xavier, qui du coup va s'occuper de toutes les analyses des matchs et des entraînements. Il coupe toutes les vidéos, il réalise le travail de l'ombre, mais qui est très très important. Et après, on a tout un pôle médical avec des kinés, médecins. Donc ouais, ça fait pas mal de monde. Ah oui, quand même. Et un préparateur mental aussi. On a ok, préparateur mental, ouais, ok. Ouais. Et une semaine type en pleine saison. Enfin, en pleine saison classique, à quoi ça ressemble? Si on joue le samedi, on va s'entraîner lundi matin. On va revenir tranquille. Là, le lundi, ça va être une journée un peu tranquille. On a un muscu le matin. On va faire retour vidéo du match qu'on vient de jouer. En groupe ou plutôt par secteur, par poste? C'est en groupe, collectif, et ensuite on va être séparés. Les avants et les 3/4 vont être séparés, donc avec les entraîneurs respectifs. L'après-midi, on mange entre midi et 2. L'après-midi, on va revenir au stade. On va commencer à regarder l'équipe adverse. Okay. On va jouer le week-end d'après, du coup, et on va sur le terrain. Ça va être plutôt échauffement ludique avec des jeux type tennis-ballon, des choses comme ça pour se vider un peu la tête. Ensuite, on fait de la clarté, ça s'appelle, donc c'est de la mise en place tranquille, en trottinant. Ok. Avec ballon? Non. Avec ballon, okay. ouais. Okay, ouais. Avec ballon, c'est en trottinant, c'est juste pour se remettre dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment pour travailler tactiquement. Et après, la grosse journée, ça va être le mardi. Du coup, le matin, on va avoir entraînement séparé, vidéo séparée. Du coup, que les 3/4 ou que les avants. Et muscu. Et l'après-midi, on a la grosse séance où le but, ça va être de courir beaucoup. Donc mettre du rugby, courir beaucoup. Le mercredi, ça va être jour de repos. Donc là, chacun se gère un peu sur la récup, sur faire une séance de muscu en plus. Ou voilà. Le jeudi, ça va être la journée vitesse. Donc le but, ça va être avec les GPS de marquer des accélérations, et l'entraînement est calibré pour ça.
Et le vendredi, ça va être Team Run. Donc Team Run, c'est l'entraînement du capitaine. Ok. C'est un entraînement qui va pas avoir beaucoup de charge. Le but, ça va être de mettre la vitesse. Il dure pas longtemps, il dure 1 heure. Donc on arrive, on fait une petite vidéo, après on va sur le terrain et c'est le capitaine qui va... Là, on va réviser les lancements, c'est de la mise en place. Ah oui, vraiment une stratégie un petit peu plus stratégique, quoi. Ouais, c'est veille ça. Veille De match, ouais. Ok. Le but, ça va être pas de se fatiguer, juste d'avoir les automatismes à 100%. Entraînement sur synthé, du coup? À Ouais. Magère? On s'entraîne beaucoup sur synthé, on s'entraîne le matin à Magère souvent, et Ouais. les collectifs, on les fait au stadium. Ok. Tous les collectifs sont au À stadium. Magère, c'est sur herbe? Non, cette année, on s'est beaucoup entraîné sur le synthé du foot. D'accord. Mais quand il est pas dispo, ouais, des fois on fait sur l'herbe. Ok. Après, suivant si on joue À l'extérieur, ouais, ok. sur l'herbe à l'extérieur, souvent ils essayent quand même de nous faire un peu entraîner sur l'herbe la semaine. Il y a beaucoup plus de synthétique maintenant dans Fédéral? Ouais, en Ouais. National 1, il y a plus beaucoup de terrain en herbe. Bah là, avec les équipes qui changent, ça va peut-être un peu changer, mais c'est soit des synthétiques, soit hybrides. Ok. Excellent. Et ben en tout cas, waouh, c'est passionnant et c'est vrai que pour avoir vu les derniers matchs notamment de cette saison, c'est vrai qu'on a quand même vibré. Franchement, on vous le dit, on vous le redit, mais voilà, malgré cette fin cruelle, vous pouvez être fiers de vous en tout cas et du parcours parce que vous avez mis quand même la barre très haute. Et je pense que vous êtes connus et reconnus. Chambéry est désormais en tout cas connu et reconnu et chaque joueur, je pense, au-delà en tout cas de Chambéry et au niveau national. Donc ça, en tout cas, c'est chouette vraiment en tout cas ce que vous avez fait. Une saison vraiment qui restera gravée, je pense. Et bien en tout cas, nous allons poursuivre donc l'émission. Parlez-nous également de l'analyse vidéo. L'analyse vidéo, c'est beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot pour l'analyse vidéo et pour les entraîneurs. On a quand on va jouer une équipe, les entraîneurs regardent 4 voire 5 matchs de l'équipe adverse. Ah oui. Donc ils doivent découper tous les lancements, les meilleures actions, leurs points faibles, leurs points forts. Et quand les gens viennent voir un match, je pense que ils voient pas tout le travail qui a été fait derrière. Je pense. Des fois, on nous dit mais pourquoi vous avez fait ça, c'était facile. Mais en fait, nous la semaine, on a déjà regardé l'adversaire pendant des heures et des heures et après la réalité du terrain, elle est haute. Mais quand on analyse l'adversaire, notre coach aime bien, Cyril, il aime bien dire que c'est 80% de ce qui va se passer le week-end. Donc voilà. Ouais. Sacré truc, c'est vrai que ça évolue et tout évolue, notamment la technique, la vidéo, et c'est quand même, je pense, important, voilà, de s'emparer de ces systèmes-là, comme dans de nombreux sports, de façon à être précurseur, même à innover, pour aller un peu au plus près, voilà, de l'objectif. Messieurs, merci beaucoup, merci d'être venus à nous. Voilà, nous vous remercions à nouveau et en tout cas on vous souhaite une future saison et déjà une belle prépa dès lundi qui rattaque. On va continuer en tout cas de vous suivre, de venir également vous voir. C'est quand même aussi sympa, l'ambiance est très chaleureuse. Et puis écoutez, à très bientôt, voilà, sur les antennes du Radio Grand Lac. Merci de nous avoir invités et au plaisir de se recroiser autour du terrain. Avec grand plaisir. Et nous, les amis auditeurs, on lance une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains Chambéry, et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et de retour dans l'émission 9-2-1 partez après une première partie avec le Stade Olympique de Chambéry Rugby. Nous poursuivons l'émission avec notre deuxième sujet du soir où cette fois-ci nous allons parler toujours sport collectif, toujours sur la Savoie, mais avec le Savoie Handball Club de la Motte-Servolex. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir donc Florian Botti qui est le directeur sportif et entraîneur de l'équipe 1 et Emmanuel donc qui est le président. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir, très bien, merci de nous recevoir. Bonsoir, merci de nous recevoir également. Merci à vous messieurs, merci d'être présents ici sur le plateau de Radio Grand Lac ici à Aix-les-Bains. Alors le club de handball de la Motte, c'est un club féminin qui possède forcément un fort ancrage local et national sur notre territoire savoyard depuis je dirais même de nombreuses années. Et puis le 18 mai dernier, vous êtes rentré dans l'histoire, notamment votre histoire du club, en terminant deuxième à l'Arena de Bercy en Coupe de France en fédérale féminine. J'imagine que c'est plutôt une belle satisfaction.
Oui, c'est ça. C'est une compétition qui a vu le jour il y a 2 ans. La Coupe de France a toujours existé, mais la fédération avait décidé de décliner la Coupe de France en plusieurs secteurs, départemental, régional. Il existait national, et depuis 2 ans, ils ont rajouté le niveau fédéral. C'était pour les National 2, National 1. Pour nous, ça nous permettait d'être compétitifs dans cette compétition qu'on a attaqué le 30 août. Ah oui. Avec, il a fallu passer 6 matchs avant de se qualifier pour la finale à Bercy le 18 mai. Énorme. Jouer dans l'aréna de Bercy, je pense que ça procure, autant pour vous en tant que coach que pour les filles sur le terrain, de grandes émotions. Oui, complètement. L'expérience était extraordinaire. On a joué ce match-là devant pratiquement 10 000 personnes. Ouais, c'est énorme. Tout le week-end, comme la manière dont il avait été préparé, voilà, tout s'est très bien passé. Et malgré le résultat qui pourrait être un petit peu décevant, parce qu'on n'aime pas perdre une finale, on garde vraiment de très très grands souvenirs de ce match-là, de ce week-end, de notre capacité à avoir fait monter autant de spectateurs, de supporters de la Motte. Bien sûr. Donc un très très grand souvenir. Et d'autant plus, jouer en plus contre une grosse cylindrée, l'équipe féminine de Nîmes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, l'équipe de Nîmes qui était première du championnat, qui accède à la 2e division la saison prochaine, avec beaucoup de joueuses qui avaient joué en première division, et même une joueuse qui a joué au niveau de la Ligue des Champions. Ouais, tout à fait. Donc pouvoir jouer cette finale face à ce type d'équipe et réussir à rivaliser pendant quasiment 50 minutes était très positif. Et oui, c'est vrai que c'est quand même, voilà, vu le parcours depuis, parce qu'il faut quand même rester focus, c'est quand même, je pense, une très belle satisfaction. Pour vous, c'est un objectif finalement annoncé en début de saison, en tout cas jouer la phase finale, ou est-ce que c'était plutôt priorité au championnat et puis on voit au fur et à mesure au niveau de la coupe? C'est toujours priorité au championnat au départ. Après un début de saison qui était un petit peu compliqué avec pas mal de blessures, très rapidement on s'est retrouvé à l'abri au niveau du championnat. À l'époque, nous ne pouvions pas prétendre à accéder au niveau supplémentaire car ne répondant pas au cahier des charges de la 2e division. Okay. Et ayant découvert cette compétition l'année dernière où on s'était fait éliminer en quart de finale, c'est vrai qu'on y avait pris goût. On avait un petit peu ça dans un coin de la tête. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé à jouer sur un week-end, un quart demi qui en termes d'émotion était des moments également très forts, avec une qualification au tir au but en demi-finale. Oui, on n'a pas joué à Bercy ce soir-là, mais c'est quelque chose qui reste très fort. Ouais, qui reste gravé, qui marque. Ouais. Et finalement, racontez-nous ce parcours étape par étape. Parce que voilà, on retient cette belle finale. Mais avant cela, il y a eu, j'imagine, des matchs quand même parfois complexes. En tout cas, des déplacements parfois peut-être pas forcément sur le papier gagnés d'avance. Oui, on attaque cette compétition le 30 août, avant même le premier match de championnat. Donc on ne sait jamais à quel niveau on va se situer, si la préparation a été bien digérée ou non. Donc on avait commencé à Saint-Chamond, un match qu'on avait plutôt bien géré, gagné assez facilement. On avait joué un 2e match de Coupe de France avant les vacances de décembre contre Saint-Genis-Laval, une équipe de notre niveau. On a eu la chance de recevoir à l'Académie. Un match qui avait plutôt pareil été bien négocié. Et ensuite, cette Coupe de France propose des finalités par secteur. Oui, tout à fait. Donc sur un dimanche, on s'est retrouvé avec 4 équipes pour jouer 16e, 8e. Il y avait l'équipe de Bron, de Saint-Étienne et d'Annecy, des équipes qui sont dans notre pool. On avait réussi à sortir de ces 16e et 8e pour se qualifier sur une finalité, cette fois, finalité de zone, où c'était un quart et une demi-finale. Donc, nous devions jouer le quart final le samedi contre le Bassin Mussy-Pontin, une équipe de National 1 de la poule de l'Est. Pareil, un match que nous avions plutôt bien géré. Et nous avions joué en demi-finale contre l'équipe de Rouen, qui en tout cas sur ce plateau était plutôt grand favori. Et c'est un match qui a été très 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 serré, très engagé. Je crois que c'est un des plus gros matchs que le club de la Motte ait jamais réalisé depuis que je suis ici. Les filles se sont accrochées comme jamais et le match s'est terminé au tir au but. Donc d'un point de vue ascenseur émotionnel, c'est vrai qu'on a vécu des choses plutôt sympas. C'est aussi cette magie, entre guillemets, cette magie du sport, mais aussi parfois cette magie de la Coupe de France. Je pense que c'est aussi ça. Ça procure quand même des émotions sympas.
Oui, parce que de pouvoir se qualifier pour pouvoir aller jouer une finale à Bercy, ça décuple les émotions. On a un groupe de filles qui, pour la plupart, est là depuis pas mal de temps, et d'avoir ça comme finalité, c'était évidemment quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est génial, c'est génial. Et puis forcément, je dirais quelques jours après, il y a une autre date importante, en tout cas au sein de la structure, dans sa globalité, le mercredi 11 juin dernier, une date clé historique pour votre club, synonyme de rapprochement entre la Team Chambé, votre club, à travers les équipes premières des deux clubs. Alors je vais peut-être laisser la parole au président, et puis après également au manager sportif, mais dites-nous en plus sur ce projet, sur ce très beau projet même. Oui, effectivement, pour notre club, c'est un projet qu'on a dans notre tête depuis quelques années déjà, et c'est vraiment un aboutissement. Ça va nous permettre de grandir. C'est vrai qu'on a l'ambition et l'objectif d'accéder à la D2, exactement comme nos cousins du rugby qui étaient juste avant nous. Et pour cela, on a besoin de se structurer. On a mis l'accent ces dernières années sur, je pense, sur la formation de nos jeunes. Bon, les résultats sont là parce que les dernières, nos moins 17 France finissent championnes de France devant des grosses écuries. Donc bon, les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc il y a eu un gros travail. Derrière, on a besoin d'avoir une structure pour pouvoir non seulement monter, mais jouer derrière pour rester dans la division performant dans la deuxième division. Pour cela, c'est vrai que structurer, c'est facile à dire, il faut encore le faire. Sportivement, la porte est ouverte, parce que Flo a fait depuis de nombreuses années un travail incroyable avec le club, avec l'équipe première. Ça fait 2-3 ans qu'on est sur le podium. Là, encore une fois, la porte est ouverte pour qu'on puisse y accéder. Après, ça demande beaucoup après d'être très bien structuré. Donc Chambéry a monté quelque chose de formidable, un club pro. La Team Chambé, voilà, la Team Chambé, c'est 30 ans d'expérience. On s'est rapproché tout naturellement de Chambéry. Tout le club était à l'écoute, je crois, de notre projet. On avait en fait un projet commun. C'est vrai qu'ils ont le projet pour le CAP 2030. Okay. Je crois que la féminisation du handball s'intégrait parfaitement dans ce projet-là. Et nous, de pouvoir bénéficier de leur structure pro, ça va être un coup de pied phénoménal pour pouvoir accéder à nos ambitions. Donc finalement, si j'ai bien compris, l'objectif, c'est finalement d'être peut-être de structurer votre club de façon à que l'équipe 1 soit professionnelle d'ici 2030. Bien avant. Parce qu'aujourd'hui, accéder à la deuxième division, c'est plus être amateur. Déjà aujourd'hui, on a d'amateurs. On est semi-pro, on nous demande beaucoup. Ouais, bien sûr. On est amateur. C'est beaucoup de sacrifices. On a une association, mais c'est un gros travail. Ouais. Et pour accéder pour la D2, faut être professionnel, faut être entouré de professionnels. Et donc, est-ce que, j'ai peut-être une bêtise, mais est-ce qu'à travers ce projet, c'est-à-dire que dès septembre, on va peut-être pouvoir venir voir l'équipe féminine de la mode jouer au phare, peut-être, ou à l'académie? Bien sûr. Ça, c'est dans les tuyaux. On va essayer de jouer en ouverture en fonction des dates que l'on aura de championnat, et de jouer juste en ouverture de la D1. Ah, c'est génial. Voilà, et puis et pourquoi pas se faire un match en solo au phare et de remplir phare. C'est un petit challenge qu'on va avoir. Je pense si on peut le faire, on va tout mettre en œuvre en tout cas pour y arriver. C'est génial. Oui. Et finalement, ce projet aussi pour la Team Chambé, c'est finalement de développer le handball féminin. Puisqu'à l'heure actuelle, la Team Chambé, finalement, c'est une équipe, je dirais, 100% masculine. En tout cas, l'équipe 1, donc, ça leur permettra finalement, c'est donnant-donnant, d'avoir, aussi de pouvoir amener, de développer le handball aussi féminin, notamment à Chambéry, mais pas que, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et bien au-delà. Bien entendu, le but du jeu, c'est de faire un gros club. Et de mutualiser nos moyens, d'apporter des filles, des garçons, de devenir le gros club de la région Aura. Ouais. Je pense que ça va apporter de l'engouement. Donc, tout à fait. Donc du développement. Donc c'est donnant, ça va être que du bonheur. Ah oui, puis j'imagine que c'est aussi plus sympa aussi pour vous finalement pour recruter. Quand on parle d'un projet comme celui-ci assez sympa, je pense que pour recruter, c'est peut-être
aussi sympa. Vous attirez peut-être aussi forcément certaines joueuses peut-être qui ont aussi des ambitions professionnelles. Je sais pas. Alors pas forcément au départ des ambitions professionnelles, mais en tout cas ça a redonné beaucoup d'attractivité au projet. On commençait un petit peu à s'essouffler quand depuis plusieurs années on joue le haut du tableau, mais qu'on sait que malheureusement on peut pas accéder au niveau supérieur. Et on s'essouffle. Là, ce type de projet, nous permet de nous relancer. Les filles qui étaient présentes, alors certaines ont arrêté. C'est vrai qu'on a réussi à recruter plus que d'habitude. Les filles ont été très réceptives à ce type de projet. Donc je pense qu'on aura une équipe qui sera compétitive la saison prochaine. Donc là, pareil, actuellement, trêve estivale, j'imagine, de votre côté? Oui, les filles, on les a encore un petit peu entraînées jusqu'à jeudi dernier. Ok. Et on les récupérera le 28 juillet pour démarrer la préparation. Prépa physique, puis retour du ballon et des parquets. Et premier match, du coup, début septembre, fin août? C'est ça, premier week-end de septembre, première date de championnat. Et reprise du ballon, travail physique dès le 28 juillet. Et concrètement, la saison prochaine, est-ce que vous misez un parcours en Coupe de France, j'imagine, aussi élevé, ou est-ce que à nouveau c'est on se focalise sur le championnat et puis on voit au fur et à mesure la Coupe de France comment ça tourne? Le championnat avec ce nouveau projet va être une priorité, c'est évident. Mais quand on a goûté une expérience comme celle-ci en Coupe de France, on a forcément envie d'y retourner. Donc on va pas galvauder cette compétition-là. On va la jouer à fond, mais comme on a toujours fait par le passé. Et puis si ça veut sourire et qu'on a la possibilité de retourner à jouer à Bercy, on s'en privera pas. Eh bien oui, forcément. Et puis nous aussi, on vous le souhaite, parce que j'imagine que, et pour tous les bénévoles, les encadrants, le staff, vos supporters, et puis même au-delà, parce que vous avez emmené, je pense, du monde bien au-delà de votre intimité du handball, mais je pense bien au-delà du territoire, et tout cela, fédère, voilà, et donne aussi aux gens envie de vous suivre, de suivre le handball féminin. Donc c'est aussi chouette, et tout ça reflète forcément le parcours et le travail de nombreuses personnes. Donc c'est vraiment chouette. Oui, cette compétition a vraiment donné une énorme visibilité au club de la Motte. C'était une compétition où la fédération communique énormément dessus. On a pu être très présent. On a pu déplacer pratiquement 400-500 personnes de la Motte qui sont montées à Bercy. Donc c'est vrai que ça a donné un énorme engouement à tout un club, mais même plus à ce moment-là à toute une ville, je crois. Bien sûr, au-delà, bien sûr, ou même peut-être même au-delà, au niveau du département, peut-être. Tout à fait, ouais. Ah ouais. Eh bien, en tout cas, bravo messieurs, bravo à l'équipe, bravo aux nombreux bénévoles aussi qui œuvrent dans l'ombre. Voilà, toutes les personnes en tout cas qui œuvrent pour ce beau club. On vous félicite à nouveau. Et puis nous, quant à nous, nous allons terminer cette deuxième partie, en vous remerciant d'être venu. On vous souhaite forcément une très belle réussite pour la saison à venir. Déjà, pour la reprise, profitez bien des vacances handballistiques. Une belle reprise. Et puis, en tout cas, nous, on va continuer de suivre vos matchs, vos résultats à distance. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Nous, de notre côté, on va finir l'émission comme d'habitude avec les chroniques de Justine. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette chronique. On va commencer par parler trampoline et surtout jeunes talents avec des super résultats de la part des enfants du Revard en championnat de France de trampoline et tumbling. Ils ont tous brillé, mais on retrouve surtout Chloé et Eva qui terminent toutes les deux vice-championnes de France en trampoline synchronisée 11 et 13 ans. Et bien sûr, on retrouve Siméon qui est le nouveau champion de France national à seulement 11 ans. Radio Grand Lac est derrière tous les jeunes passionnés qui représentent notre belle ville et on espère les revoir le plus vite possible sur les podiums. Parlons ensuite escalade. Comme d'habitude, ce week-end avait lieu la Coupe d'Europe d'escalade de difficulté en Italie et les grimpeurs et grimpeuses de la région ont brillé. Chez les hommes, on retrouve l'Annécien Younes Aubert Masmoudi qui atteint la finale et qui termine 6e de la compétition avec une très belle grimpe pour sa première finale. Et Pierre Marzulot, le Grenoblois, obtient la médaille d'argent après une très belle compétition où il est arrivé premier des qualifications et deuxième des demi-finales. Chez les femmes, la chambérienne Ina Plassoudjiga termine 4e ex aequo et Julia Chanourdi, l'Annécienne, termine avec la médaille de bronze après une demi-finale pourtant moyenne.
Ça fait quand même toujours plaisir de voir des bons résultats de la part des grimpeurs et grimpeuses de notre région, d'autant plus que l'on retrouve souvent les mêmes têtes sur les podiums, notamment avec une super saison de la part de Mejdi Schalk. Et ensuite, parlons football américain. Ce samedi 28 juin, le sport spectacle s'invite à Chambéry avec la finale nationale de football américain, le célèbre Casque de Diamant. Pour sa 29e édition, cet événement phare du championnat élite réunira les 2 meilleures équipes françaises, donc les Black Panthers de Thonon et les Iron Mask de Cannes, dans un match explosif qui promet du grand show. Tactique millimétrée, passe longue, choc puissant, ambiance à l'américaine. Le rendez-vous est donné au Savoie Stadium avec une ouverture des portes à 16h30 et un coup d'envoi à 18h. En tribune ou en bord de terrain, l'ambiance sera garantie avec animation, food truck, show musical et de nombreux fans venus de toute la France. L'an dernier, c'est les Black Panthers de Thonon qui avaient décroché la victoire. Et cette année, le suspense est total. Côté billetterie, comptez entre 12 et 25 euros avec des tarifs réduits pour les enfants. Encore une fois, c'est une occasion rare de découvrir ce sport qui est encore trop méconnu en France. Donc, c'est tout près de chez nous. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et ensuite, parlons golf du 3 au 6 juillet. C'est un événement exceptionnel qui se prépare à Aix-les-Bains puisque le golf fête ses 130 ans d'existence. Fondé en 1895, c'est l'un des plus anciens parcours 18 trous de France, niché entre notre beau lac et nos belles montagnes. Donc pour marquer cet anniversaire, le Golf Club d'Aix-les-Bains propose une série de compétitions tout au long du week-end, dont un grand prix réunissant des joueurs de haut niveau, mais aussi des épreuves seniors, amicales et découvertes. En parallèle, les visiteurs pourront aussi profiter de plusieurs animations ouvertes au public. Donc l'occasion parfaite de découvrir aussi ce sport qui est un sport d'adresse et de précision dans ce magnifique cadre qui est Aix-les-Bains. Que vous soyez passionné ou pas, ou juste curieux, c'est un rendez-vous à ne pas manquer à Aix-les-Bains. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse aux côtés de Thomas pour la suite de l'émission. Merci beaucoup Justine. Brice, c'est à toi avec une page foot pour commencer avec notamment le FC Annecy. Exactement, on est en pleine période de commission de la DNCG. Oui. Sébastien Faraglia a pris la parole hier devant une assemblée et les 230 partenaires du club. Il s'est vu très serein par rapport aux finances du club. Ça prouve que le club est bien géré et que l'épisode il y a déjà 2 ans qui avait failli être dramatique est complètement effacé par le club. Le FC Annecy a été auditionné ce mardi 17 dernier par la DNCG dans le cadre de l'examen de son budget prévisionnel. Aucune mesure retenue pour les comptes. Ils sont valides pour la saison prochaine et la saison qui est en cours. Un grand bravo pour leur gestion et surtout pour le progrès sportif de cette année parce que de passer de quelques années en Ligue 2 plutôt compliqué après cette montée, ils ont retrouvé une vraie dynamique cette saison, une 6e place qui était je pense pas espéré en début de saison. Donc être dans la première partie de tableau, c'est exceptionnel pour un club qui a frôlé la relégation il y a quelques années. Oui, c'est vrai. On a eu aussi une année, je pense, 2024 exceptionnelle en termes de résultats parce qu'on était dos au mur et ils ont su totalement réagir et mettre le club sur de bons rails. Et puis ça a donné aussi un élan pour la saison d'après. Donc cette saison 2024-2025 est historique pour le club, forcément. C'est là où Annecy s'est situé le plus haut. Il y a eu un bon parcours en Coupe de France. Malheureusement, on est sorti face au Stade Briochin qui lui aussi a performé jusqu'au PSG. Donc il y a tellement de belles choses à dire et on espère que le FC Annecy continuera cette ascension. C'est un club qui, même au point de vue communication, est exceptionnel. Oui, c'est énorme ce qu'ils font. C'est vraiment incroyable. Avec la venue d'Inoxtag notamment. Donc forcément, c'est quelqu'un qui attire l'œil. Mais pas seulement. Donc on espère que le côté aussi professionnel, sportif, nous fera rêver et nous donnera envie de nous rendre au Parc des Sports d'Annecy. Et en plus, un parc des sports, pardon, je te coupe, qui sera rénové. Et dès fin septembre, dès fin septembre, les joueurs vont retrouver un parc des sports rénové. Là, ils sont en train de le rénover. Il y a du potentiel en plus. Il y a du potentiel, ouais. C'est un beau stade creusé, etc. Donc, tout à fait.
Juste une petite page transfert parce qu'il y a eu 2 arrivées, Paul Verneau et Weldebiche, des profils très jeunes. Donc voilà, je pense que ce sera aussi un vrai atout. Un départ et pas des moindres, celui d'un cadre du groupe, Yoann Demancy, qui va s'en aller aussi chez un concurrent direct en Ligue 2. Le Stade de Reims, qui justement vient d'être relégué de Ligue 1. Donc voilà, c'est vraiment un personnage principal de cette saison. Il a été très bon, on l'a beaucoup vu. Donc ça va faire mal, mais je pense que le staff et le club arrivera à compenser son départ. Et ben en tout cas, on leur souhaite. Le Chambéry Savoie Football. Malheureusement, la descente a provoqué une pluie de départ. Pour l'instant, on est à 8, dont Nassim Akour et Théo Braillon que nous avions reçus il y a quelques mois. Donc voilà, le club est peut-être dans une période assez compliquée parce que c'est vrai que voilà, les joueurs ont souvent pas mal d'ambition et quand le club descend, c'est vrai que c'est compliqué à garder des joueurs aussi avec ce statut-là. Malheureusement, voilà, il aurait fallu se maintenir. Je pense que le réveil a été un peu tard dans la saison. Il y avait le potentiel pour se maintenir, mais voilà, une saison s'est remplie de hauts et de bas, de réussite, de pas réussite, de matchs qu'il faut gagner. Et je pense que voilà, globalement, la saison n'a pas été bonne et elle a pas été pris du bon bout parce que les saisons dernières, le SO Chambéry, enfin le CSF est plutôt dans le haut de tableau. Il faudra vite retrouver ce niveau national. Parce que c'est primordial en fait. La cassure entre ces deux championnats est tellement grosse en termes d'économie, etc. Donc on espère qu'ils arriveront à faire la différence sur le terrain. Le club genevois mérite d'être à un meilleur niveau, donc on espère sincèrement qu'ils pourront remonter très vite en ayant un groupe sérieux pour jouer la montée en R1. L'assemblée générale du CSF s'est tenue le 20 juin dernier. Plusieurs sujets ont été évoqués, le bilan sportif, l'organisation pour la saison prochaine et des élections. Donc voilà, le club reste sérieux, prend aussi de l'avance sur cette saison. Donc ça montre la rigueur que le CSF veut installer. Avec l'envie, quoi. Exactement. Ouais. Une page basket avec le ex-Maurienne Savoie Basket. On va revenir un peu sur cette fin de saison parce qu'on a un peu sauté les semaines ces derniers temps, mais longtemps parmi les qualifiés de cette saison, la MSB a légèrement craqué en fin de saison régulière. Ils ont dû passer par les play-in, un match de barrage qui a été exceptionnel, qu'ils ont gagné d'1 point en prolongation dans un match fou contre Poitiers. Malheureusement, dès le premier tour, ils perdent 2-0 face à Orléans, une défaite de 9 points et l'autre de 12. Donc des matchs maîtrisés, sans money time. C'est un peu ce qui viendra un peu rendre cette saison un peu tristounet parce que on avait tellement d'espérance, un début de saison canon. Malheureusement, après, ils sont un peu rentrés dans le rang tout en faisant 2-3 performances aussi contre des top 3 de cette Pro B. Donc voilà, c'est aussi une saison à l'image d'Annecy. J'ai l'impression que ces deux clubs se ressemblent. On joue le maintien la saison d'avant et cette année on joue les premiers rôles dans le championnat. C'est pas faux. Donc voilà, on espère trouver de la continuité, de rester dans ces zones plutôt agréables pour les fans, etc. Puis quand tu gagnes, forcément t'as le sourire. Et oui. La marche était trop haute, mais la MSB a fait une saison qu'il faut garder dans les esprits avec comme je l'ai dit tout à l'heure, un début de saison XXL. Il reste à enchaîner. Niveau transfert, ils enregistrent 9 départs, dont le coach et l'adjoint, Kenny Grant, on en a parlé. Le grand Kenny. Exactement. Mais aussi Christopher Dobby qu'on avait interviewé en début de saison. Tout à fait. Voilà, donc lui aussi, on sentait que son potentiel aussi pouvait aller plus haut et on espère on lui souhaite tout le bonheur, parce que c'était un joueur exceptionnel. Tout à fait. Une vraie gâchette pour l'avoir vu au phare. Voilà, je pense qu'il a aussi des marges de progression, on en avait parlé avec lui. Moi, personnellement, c'est une petite parenthèse, mais j'aimerais beaucoup le voir drive, rentrer dans la raquette. Je pense qu'il a le potentiel pour faire vraiment vaciller pas mal de défenses en Pro B où il va signer. Donc voilà, une rencontre assez agréable avec lui et avec Kenny Grant ce jour-là. En effet, des gars super humbles et un niveau grandiose, donc c'est vrai qu'on leur souhaite tout le bon, quoi. Niveau arrivée, on a 4 arrivées et un assistant coach, voilà, qui rejoignent l'aventure en Savoie. Donc on leur souhaite de réussir leur passage ici. Tout à fait. Et enfin, le handball avec la team Chambé.
on peut être fier de l'ensemble du club. Personne n'a jamais lâché. Extrait de l'interview du directeur sportif du club de Chambéry, Baptiste Malfondet, constate que l'année était dure et on l'avait pas vu venir du côté du staff. On les avait reçus fin août l'année dernière avec un nouveau staff, une confiance. Malheureusement, ils étaient pas, je pense, prêts pour le terrain ou en tout cas prêt pour ce qui était une saison difficile, mais ce que je retiens aussi dans cette interview, c'est que il a soulevé le côté solidaire. Oui. Le club n'a jamais rien lâché. Le club a s'est trouvé aussi une qualité, c'est d'être proche avec tout le monde, de rien lâcher pour justement renverser la tendance et puis surtout ne pas faire passer cette saison comme une saison dramatique. La Team Chambéry ne devait pas descendre et elle n'est pas descendue. Au final, elle s'est maintenue assez largement, on peut le dire. Oui, tout à fait. Mais on s'est fait peur. En décembre, on avait un peu les jambes qui tremblaient. Et je pense un parcours en Coupe de France qui va en demi-finale, ça ne suffit pas. Pour les fans, en tout cas. C'est vrai. Et il faut beaucoup plus de régularité et surtout la saison prochaine une place européenne. Maintenant, on va pas leur taper sur les doigts. On sait que la stratégie a été, elle a pris un virage après le départ de Maté. Et il fallait aussi trouver une stabilité, trouver le bon wagon. Donc on espère que l'année prochaine ils seront prêts pour la guerre, parce que la Star League, l'air de rien, c'est très dur. Donc on espère que le phare sera très chaud. Dans la douleur, le club a trouvé des ressources pour s'accrocher tous ensemble. On lui a demandé également si du renfort allait arriver. Il a parlé de 5 arrivées avec des profils relativement jeunes, entre 23 et 27 ans, de niveau international, dont un joueur du FC Porto qui va arriver. Ok. Porto tout court, parce que c'est pas du football club. Mais André Gomes. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, j'ai vu passer l'annonce en effet. Donc mais je connais demi-centre, pas donc forcément l'affiche est belle. Palmarès, ouais. Ok. De toute façon, demi-centre. Moi, j'ai tendance à penser à Edine Basic, donc j'espère que ce sera sa relève. Ah oui, qui va distribuer le ballon, avec un œil avisé, quoi. Exactement. Ouais. Donc on cherche aussi la relève de tous ces joueurs qui ont marqué. Pour moi, mon adolescence et surtout le futur de la Team Chambéry. On pense aux frères Gilles, on pense à Cyril Dumoulin dans les cages, on pense à Karel Nochar, Edine Basic, tout à fait. Exactement. Xavier Baraché qui était formé ici. Mais c'est vrai que on a du mal à retrouver un peu cette roue qui reprend le lead. Donc on espère que ça va se passer dans les prochaines saisons, surtout avec un centre de formation. J'ai vu aussi qu'on avait lâché des joueurs à d'autres équipes de Star League, donc à surveiller, et on espère que la saison sera bien plus stable. Et oui, tout à fait, on leur souhaite en tout cas de rebondir avec du sang neuf et une nouvelle dynamique, en tout cas nouvelle saison avec de nouveaux objectifs, notamment une qualif à la Coupe d'Europe. Donc en tout cas, on leur souhaite d'être dans le top 5 en fin de saison prochaine. Merci Driss pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs. Les amis, il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2 Imparté. Driss, un grand merci, j'ai pris énormément de plaisir à animer cette émission avec toi. On se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. En attendant, restons en contact via les réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Nous vous souhaitons une très belle soirée et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM et le DAB+. Fraîche, locale et 100% bonnes ondes. Radio Grand Lac sur 92.1 et en DAB.